Et concernant les arrestations, il y a des femmes, moi j'ai fait partie de ces femmes, leurs maris ont été arrêtés. Elles se sont retrouvées à s'occuper des maris, à s'occuper des enfants et à subir aussi les harcèlements. Parce que dans ces situations, quand l'homme est arrêté, la femme est victime de harcèlement. Il n'y a pas de compassion. Même les amis vont s'écarter. Au début, c'était comme ça. Après, ça a évolué parce que ça a été généralisé. Mais moi, j'ai fait partie des premiers parce que le mien a été arrêté en 1994. Injustement, parce qu'on l'accusait verbalement, il n'y avait pas de dossier. Ce qu'on lui a accusé, il n'était même pas à cet endroit-là. Donc, ça ne pouvait pas être vrai. Mais il a essuyé 5 ans en prison dans des conditions que je ne vais pas nommer ce soir. Donc, c'est pour vous dire, il y a eu beaucoup d'injustice, mais on dépasse tout ça. On dit, voilà, c'est du passé. Il faut que les gens essayent de comprendre qu'on est tous humains, qu'on a besoin de vivre comme eux, qu'il y a moyen de cohabiter sans se faire du mal. Donc, on peut dépasser ce qui est arrivé, c'est la guerre, c'est le complotisme, ça dépasse même les Rwandais. Hein. Moi, je vous dis, ce qui s'est passé, ce n'est pas les Rwandais qui ont fait ça. Ce n'est même pas le FPR tout seul. Ça, maintenant, on le sait. Il y a moyen de s'asseoir et de trouver une solution à ces problèmes qui perdurent. Pourtant, chacun va disparaître. Même les auteurs qui soutiennent ça, ils ne vont pas vivre longtemps. Pourquoi laisser leurs enfants payer pour leur méchanceté, si je peux dire, alors qu'ils n'ont pas été consultés bien avant. Voilà, c'est ça que j'ai envie c'est sur ça que j'ai envie de clôturer ce soir. On pourra peut-être développer si on a l'occasion. Et je vous remercie de m'avoir encore donné la parole. Bonsoir, Donatille Yara. Bonsoir, Jean-Marie. Alors ça, c'était la fin de notre dernier entretien. Un entretien vérité, un entretien témoignage. Eh bien, ça donne déjà le ton pour ce qui va suivre. Vous parlez de prison, vous parlez d'arrestation, vous parlez de souffrance, de toutes ces personnes qui ont été mises en prison sans raison et sans vraiment d'explication du tout. Alors aujourd'hui, vous allez poursuivre votre témoignage et expliquer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, la raison qui a vraiment motivé votre décision de quitter votre cher pays. Le pays que vous aimez, le pays que vous n'avez jamais cessé d'aimer, où vous avez vécu pendant toutes ces années, toute votre jeunesse. Et puis, un jour, vous dites « mon salut est ailleurs » et vous avez quitté le Rwanda. Quelle est la raison réelle qui vous a poussé vraiment à prendre la dernière décision qu'un homme est amené à prendre parce que quitter quelqu'un qu'on aime ou le pays qu'on aime, ce n'est pas une décision facile à prendre. Absolument. Merci beaucoup. Je salue ceux qui vont pouvoir nous écouter. Oui, votre question est facile et difficile en même temps à répondre parce que quitter le pays, c'est tout abandonner, mais on est à la recherche de quelque chose de plus apaisant, plus apaisante. On cherche la stabilité. On évite aussi les représailles qui peuvent nous tomber dessus, comme ça arrive aux autres. On est dans un même environnement. On voit que l'État ne fonctionne pas comme on le souhaitait. On ne serait pas protégé si on était arrivé à subir une injustice. Donc, c'est dans ce contexte que
Moi, j'ai pris la décision, je n'étais pas sûre, bien sûr, il y avait la famille proche, de quitter le pays, d'aller chercher, se mettre à l'abri un petit moment. Parce que quand je suis partie, pour moi, c'était temporaire. J'ai toujours espéré que les choses s'améliorent au Rwanda, que les dirigeants prennent conscience que quand on dirige un pays, on a besoin de la population, on a besoin de stabiliser pardon, euh, la sécurité, l'environnement qui permet à chacun de pouvoir vivre tranquillement. Moi, donc, je peux revenir un peu en arrière, entre 2019, entre 2009 et 2019, non, 99, pardon, là, je vais plus loin. Donc, entre 99 et 2000 ou 2001. Alors, il faut peut-être revenir encore en arrière pour préciser à ceux qui vous regardent que c'est la période post-génocide, entre guillemets, que les massacres sont censés s'être arrêtés, qu'il y a maintenant la paix pour tout le monde, la fraternité, mais les choses continuent en réalité. Et donc, vous avez dû prendre la décision finale. Tout à fait. Donc, après la guerre et le génocide, la guerre, on n'en parle pas, mais il y avait une guerre. Après, qui s'est soldée par le génocide, donc la catastrophe totale. Donc, après 94, pendant la période de désordre de juillet 94, voire même jusqu'en 95, on se disait l'État n'est pas encore stabilisé, il manque beaucoup de choses, c'est difficile à calmer, vu ce qui s'est passé. Donc, on pouvait comprendre que les gens puissent être arrêtés injustement, mais on attendait quand même la justice, le jugement, les enquêtes, et ça a mis du temps à se faire. Et puis, même après, on peut dire que ça a commencé à se faire, ce n'était pas fait avec l'intention de rendre justice. Donc, quand j'ai eu la chance de voir que mon mari est libéré, je croyais que les choses étaient finies. Mais je me souviens, il y avait le procureur général, c'était Gérard Gaïma à cette époque-là. Il avait lui-même prononcé un discours qui a poussé à réarrêter, je ne sais pas si je peux dire ça en français, arrêter à nouveau les gens qui venaient de sortir de prison. On les a arrêtés, il y en a qui sont toujours emprisonnés aujourd'hui, hein, je crois. Hein. Il y en a beaucoup, ceux qui ne sont pas morts. C'était vraiment une vague de problèmes et ça a poussé certains à quitter le pays. Il y avait vraiment des menaces réelles, que ce soit sur les personnes concernées, mais aussi sur leurs familles et les amis. Donc, il fallait éviter d'être avec ces gens qui ont été libérés. Donc, la question se posait aussi de savoir, même si on arrête, on ne remet pas la personne en prison, est-ce qu'il va pouvoir s'insérer dans la société, se réinsérer? Parce que quelqu'un qui est toujours pointé du doigt, accusé d'être un génocidaire, alors qu'il n'a même pas été condamné pour ça, parce qu'il était innocent. Mais au regard de tout le monde, c'était un coupable. C'était difficile de trouver un travail, c'était difficile de se retrouver avec les autres personnes dans la société. Donc, ça créait aussi des peurs. C'est ce que je disais, les rescapés, eux, ils avaient toujours cette position de victime et ils avaient toujours peur d'être encore attaqués ou tués. Donc, l'État n'a rien fait à ce niveau-là pour organiser la réconciliation, pour expliquer aux gens que la guerre est finie. Au contraire, il y avait des mauvais qu'il fallait toujours chasser.
Alors là, Et je ne cesserai de vous rappeler que vous étiez vous-même une rescapée, même si il y en a qui s'attribuaient exclusivement ce terme, hein, mais vous étiez aussi escapé de la guerre et du génocide. tout à fait. Et puis, je peux souligner aussi que l'époque où, parce qu'après la guerre, on a parlé qu'il y a eu l'État des Hutus. Dans cet État, je n'étais pas reconnue comme tel. Même, c'est pas l'État, tu ne me reconnaissais pas. Dans mon entourage, j'avais il y avait des soupçons. En quelque sorte, je n'ai pas bénéficié des avantages, si on peut dire ça, des Hutus, comme on peut le dire. Parce on a toujours dit que les gens du Nord, du côté de Habyarimana et de son entourage, étaient privilégiés. Et c'est ce qui était vrai au niveau de la scolarité, au niveau de beaucoup de choses peut-être. Mais là où on habite, quand il s'agit de parler des Hutus et de Tutsis, je n'étais pas reconnue comme Hutu. Ben, écoutez, Madame Nira, c'est la deuxième ou la troisième fois que vous mentionnez cette situation ambiguë. Ben, une fois pour Oui. toutes, dites-nous qui vous êtes dans ce contexte-là de je suis Hutu, je suis Tutsi, je suis Moutois. Vous êtes quoi et pourquoi on vous mettait en doute? Moi, je, je, je suis Hutu parce que officiellement, dans mes documents, c'était ça. Même si ça n'a jamais été discuté en famille, c'est ça, en fait, c'est ça le problème de certaines personnes parce que l'ethnie n'était pas mise en avant. Donc, on ne savait même pas qui on était exactement. Mais moi qui suis, par exemple, orpheline du père, je sais exactement qui était ma mère. Je n'ai pas une grande famille. Je n'ai pas d'oncle paternel. J'avais qu'une tante. Autour de moi, il n'y avait pas cette ambiance d'ethnie ou d'appartenance. Et d'ailleurs, ma famille n'était pas d'origine de là où j'habitais. C'était encore une autre confusion. Ça ne m'a jamais posé de problème quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, je dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi? Est-ce qu'être Hutu ou Tutsi ou toi, ça compte vraiment pour être reconnu en tant que Rwandais? C'est pour ça. Et puis, d'un côté, jamais, on m'a jamais poursuivi pour être Hutu. Hein. Je l'ai jamais. En tout cas, il y en a qui le disent peut-être au fond d'eux, mais on ne m'a jamais traité de Hutu. Mais avant, j'ai été traité de Tutsi, pas pour me menacer, mais c'était des mots qui étaient lancés comme ça. On sait aussi, on a des doutes sur vous, on ne sait pas d'où vous venez. Ça aussi, ça m'a touché et ça me touche encore. C'est pour ça, aujourd'hui, quand je parle de Tutsi et de Hutu, je me dis, est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Forcément. Parce qu'en général, on Vous le avez sait. raison. Vous avez raison parce que ça, c'est arrivé à beaucoup de monde, vous savez. Le Rwanda, c'est un pays, parfois je dis, un pays racialisé ou ethnisé ou ethnicisé, comme on dit. Euh, les gens se définissent à travers ces trois catégories, les Bahutus, les Batutsi et les Batwa. Ou alors on peut être mixte. Si vous avez un papa Moutwa et une mère Tutsi, vous êtes Moutwa. Si vous avez un papa Hutu, une maman Tutsi, c'est souvent le cas d'ailleurs pour une grande partie de la population rwandaise, vous êtes Hutu. Ou alors si vous êtes de père Tutsi et de mère Hutu, vous êtes Tutsi. Et les enfants qui naissent, plutôt, oui, c'est ça, les enfants qui naissent souvent de ces mariages mixtes, dans un pays comme le Rwanda, où l'ethnie est quelque chose d'essentiel et d'existentiel même, les enfants de familles mixtes vivent le calvaire. Hein. C'est peut-être cela, même si vous ne saviez pas quelle origine était celle de papa ou de maman ou des autres, c'est probablement qu'il y avait un doute quelque part provenant d'abord de comment vous étiez physiologiquement. Et puis voilà, c'est ça, il faut l'accepter et surtout l'assumer. L'assumer positivement, se dire que si
on est né de familles mélangées, mixtes. C'est une chance. Je crois que c'est la meilleure façon d'appréhender cette question et de poursuivre sa route. Merci beaucoup. C'était pour vous titiller un peu, parce que c'est la troisième fois que vous dites que, que vous étiez l'objet de doute. Hein. Il fallait que ça se dise. Maintenant, vous pouvez poursuivre. Oui, et puis je peux aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je peux dire qu'aussi, pour moi, c'est un avantage aujourd'hui. Ça me permet de ne pas peut-être me positionner, de ne pas chercher à culpabiliser un côté ou l'autre et de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que je n'ai pas un penchant. Personnellement, je ne peux pas culpabiliser l'ethnie en soi. Parce que les choses, en même temps, les choses telles qu'elles se sont passées, je les ai vues. Donc, je n'ai pas à chercher d'autres réponses loin de ce que j'ai pu constater moi-même. Voilà, je ne sais plus où j'en étais quand vous m'avez... Vous disiez les problèmes qui sont nés après le génocide. Je vous ai rappelé que vous étiez vous-même un peu quelque part rescapé. Oui, voilà. Vous avez échappé à la guerre et aussi au génocide. Les deux. Voilà. Voilà. Donc, en fait, dans cette situation, quand mon mari a dû partir, il a été obligé de partir. Et quand il est parti, je ne suis pas partie tout de suite, mais la situation ne s'arrangeait pas. Il y avait le problème aussi de problèmes économiques à l'avenir pour quelqu'un qui se projette. Il n'y avait pas moyen d'évoluer professionnellement. Il y avait des risques aussi d'être renvoyé parce que ça commençait à filtrer. Et dans ces conditions, et puis il y a eu beaucoup encore d'arrestations, il y a eu des jugements impartials. C'était vraiment une situation qui ne donnait pas espoir. Donc, comme mon mari était parti aussi, j'ai décidé de quitter le pays et de fuir. Et je suis partie en 2001, je suis arrivée en France. J'ai été accueillie comme tous les réfugiés. Le voyage a été un peu plus long. Et c'était le gouvernement français nous a accueillis. Donc, le système est toujours d'ailleurs accueillant. Ce qu'on peut remercier vraiment les Français de leur système social qui a accepté. Je parle de la France parce que je suis en France. Ça existe aussi ailleurs, mais c'était un processus, bien sûr, pour obtenir les papiers et pouvoir exercer un métier. Mais je n'ai pas attendu longtemps. Je me suis inscrite dans une école, c'est le CNAM, vous le connaissez forcément. Donc, j'ai repris mes études. J'ai préparé un diplôme, normalement, qui est préparé en 2 ans, mais ceux qui étaient prêts à s'investir davantage pouvaient le passer en 1 année. Donc, je n'avais pas encore mes papiers, c'était très difficile, mais je l'ai passé, je l'ai obtenu en 2003. Et voilà. J'ai continué le processus. J'ai été naturalisée en 2005 et j'ai essayé de construire ma famille, de reconstruire ma famille. Voilà, c'est à peu près tout. Là, on peut dire que ça a été rapide. Hein. En 4 ans, être naturalisé en France, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je connais des cas qui ont dû attendre 10 ans. Mais peut-être que les motifs déjà de l'exil ont été vite compris. Ça a été compris. Voilà. Ensuite, donc, vous avez poursuivi votre parcours, le travail, l'intégration. Oui, ce n'est pas non plus facile. Hein. Il faut le dire, il faut l'admettre.
Quand on arrive ici, le temps d'obtenir le statut de réfugié ou des papiers pour pouvoir travailler, il y a d'autres conditions qui interviennent aussi. On a beaucoup déménagé et j'ai été malade aussi pendant quand même longtemps. J'avais un problème au dos, j'ai été opérée, ça a duré des années pour que je me remette. Mais en gros, ça s'est bien passé et je ne pensais plus au problème du Rwanda, hein, je vous assure. Quand je suis arrivée en France, je me suis construite une carapace. J'ai fait comme si je n'avais aucun problème. J'ai continué ma vie, j'essayais de m'insérer dans la société. C'était très compliqué parce que tout le monde, c'est pour tout le monde, je pense, quand on arrive dans un pays, on ne connaît rien du pays, on n'a aucun bien, on n'a pas de famille. Donc, il faut tout recommencer. Ça demande une concentration spéciale pour pouvoir se stabiliser et trouver sa place dans la société. Donc, j'ai cherché, après le diplôme, j'ai travaillé et j'ai repris encore les études petit à petit pour évoluer un peu plus. Donc, j'ai été dynamique dans tout ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, j'ai commencé vous savez, avec le temps, la nostalgie, on commence encore à repenser à soi, à ses origines, à sa famille. Et je me souviens, j'ai perdu ma mère, c'était en 2002, je ne pouvais même pas, voilà, étant réfugiée aussi, je ne pouvais pas y aller. Et les choses ne s'arrangeaient pas. À l'époque, vous savez, on n'avait même pas beaucoup de moyens de communication. On pouvait téléphoner avec le téléphone normal. Il y avait des cartes, pour ceux qui ne savent pas, qu'on achetait pour aller composer sur une cabine à l'extérieur. Donc, les appels, ce n'était pas suffisant, ce n'était pas fréquent. Et ma mère est décédée en 2002, décembre, et ça m'a plongée dans la dépression. Bon, peut-être les gens ne le voyaient pas maintenant que je le dis, mais je n'ai pas accepté son décès. J'avais du mal à l'accepter. Et il a fallu que je retourne au Rwanda en 2006. Donc, je suis allée, je suis restée 2 mois. La situation était relativement calme, mais il y avait ce que je craignais, justement, l'histoire de licenciement, des déséquilibres qu'ils ont installés dans le service, le remplacement des anciens par les nouveaux. Ça avait commencé quand je suis retournée en 2006. C'est là que j'ai trouvé un pays qui va mal. Bon, il y avait un côté développé à Kigali, ils avaient construit, il y avait beaucoup de bâtiments et de maisons de propreté, ça avait commencé. Mais derrière, les gens vivaient mal. Il y avait les gens, ils avaient faim. Il y avait des gens, il y avait la peur aussi. J'ai trouvé un pays plutôt très différent du pays que j'avais laissé. Moi, qui croyais que les choses allaient s'améliorer, mais je n'ai pas trouvé ce pays vraiment apaisé. C'était beaucoup mieux quand j'y étais avant. Et les gens, ils avaient peur, ils chuchotaient. Et on surveillait toujours tout le monde. Il y avait des histoires ethniques qui étaient ouvertes. Il y avait une ouverture de conflit encore, où les gens, par exemple, ne pouvaient pas se marier s'ils n'étaient pas du même ethnie, enfin, surtout les Tutsis. Et il y a une anecdote que je vais vous donner. Quand je suis arrivée au Rwanda, il y avait un mariage qui était soldé par l'empoisonnement parce que la fille, apparemment, elle était Hutu et son homme était Tutsi. Et la famille du garçon ne voulait pas qu'il épouse la fille. Lui, il a insisté et le mariage a été empoisonné.
je ne sais pas si c'est la femme qui est décédée ou le garçon, mais dans le sens où il fallait arrêter son mariage. Empoisonnement, vous voulez dire avec du poison? Ils ont empoisonné la nourriture lors du mariage et ça venait de la famille du garçon. Donc, c'est sa mère qui ne voulait pas que cette fille rentre dans sa famille. Parce que la fille était de l'autre ethnie. C'est ça. Et ça, c'était nouveau. Même s'il y avait des conflits, vous savez, même après le génocide, les gens pouvaient, c'était rare, mais ils pouvaient se marier. S'ils étaient fiancés, ils restaient ensemble. S'ils étaient mariés, il y avait des problèmes peut-être du côté du Tutsi. Celui qui est Tutsi, sa famille aimerait qu'il passe de l'autre côté, qu'il quitte celui, donc son conjoint ou conjointe. C'est déjà arrivé, mais c'est pas généralisé, mais c'était le sentiment général en fait qui était là. Et j'étais surprise de constater qu'il y a eu cet incident. Et quand je suis arrivée à Kigali, c'est ça qui se racontait. Et je suis montée dans un taxi. Il y avait une dame, mon amie, on était ensemble avec le taxi. C'est elle qui a appelé le taxi. Donc, elle a posé la question sur ce problème qui a eu lieu lors du mariage. Elle a demandé si c'était vraiment, ça s'est passé comme ça. Et le garçon, il a dit, mais qu'est-ce que tu crois? On s'est battu pour chasser ces imbéciles. Donc, on ne doit pas se mélanger avec eux. Alors, ah oui, d'accord. Ça m'a laissé... oui, et puis les deux étaient Tutsis. Hein. Donc, c'est pas... ils parlaient entre eux. Moi aussi, j'étais là. C'était une conversation entre nous trois. Et quand le garçon est parti, la dame m'a dit, regardez ce qu'on vit maintenant. Ça va très, très mal. Donc, ça ne m'a pas donné vraiment le sentiment que les choses se sont améliorées. Je ne sais pas après si ça a continué comme ça ou si aujourd'hui ça va mieux parce que je n'en discute pas avec les gens qui sont au Rwanda. Mais j'espère quand même qu'à ce jour, ils ont compris que ça ne compte pas beaucoup, que c'était une situation qu'il fallait arrêter. Voilà. Écoutez, je vais vous compléter c'est pas des anecdotes, c'est des faits récents. C'est tellement grave que même, un exemple, quand il faut élire les Miss Rwanda, Oui. c'est un critère qui revient à la surface. On a vu des filles qui étaient d'origine Hutu qui ont été bloquées. Ils ont tout fait pour qu'elles ne participent pas à ce concours parce qu'elles étaient Hutus. Et cela faisait l'objet des cris insultants dans les médias sociaux. Rappelez-vous de la jeune fille qui a été traitée de singe, de oui, ce que vous voulez. Ceci dit, ça peut être des deux côtés, mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est surtout les milieux Tutsis qui ne veulent pas qu'un membre de leur famille puisse se marier ou rencontrer de façon connue une personne de l'autre ethnie. Et ça, c'est vraiment grave quand même. Presque 30 ans après le génocide et la guerre. C'est très grave. Vous l'avez vécu, vous l'avez vu en 2006. Eh bien, ça se poursuit, ça continue. Et c'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, je pense que oui, plus on grandit ou on vieillit, je ne sais pas si c'est grandir, on fait une analyse qui est plus juste, quoi. Parce que quand je regarde ce qui se passe et ce qui s'est passé, les Tutsis ont été très manipulés pour pouvoir atteindre les Hutus. Donc, on les a fait croire qu'eux, ils sont exceptionnels, qu'ils sont protégés, en même temps qu'ils sont vulnérables, donc qu'ils doivent être toujours du côté du FPR pour ne pas subir les massacres ou je ne sais pas, la maltraitance.
Donc, il y en a qui n'ont pas compris cette manipulation et qui sont montés au créneau et qui ont parlé, qui ont agi mal, qui ont participé au massacre et aux tueries. Ils ont assassiné pas mal de gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le regrettent aujourd'hui, mais ils se sentent quand même déjà, ils ont déjà trempé. Donc, ils se disent, de toute façon, on a déjà fait du mal, on a déjà participé à ces massacres. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut accompagner ce gouvernement, ce FPR, jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à la fin du monde, peut-être pour eux. Mais il y a aussi les Hutus, hein. C'est de deux côtés aussi, qui ont participé au génocide, parce qu'on leur a menti qu'en tuant leurs voisins, ils vont se débarrasser du FPR parce qu'il y avait cette guerre. Il ne faut pas oublier la guerre, parce que cette guerre vraiment a transformé les gens. Donc, les autres qui n'avaient rien, qui étaient pauvres et qui allaient récupérer les biens de tous ceux qui sont en train de tuer. Donc, vous voyez, il y a deux parties, deux victimes, en fait, de deux parties. On pensait qu'après le génocide de 94, on pensait qu'après la guerre, tout cela serait corrigé et surtout que le gouvernement de Paul Kagame aujourd'hui nous assure que la réconciliation est totale, qu'on est à 98% de réconciliation. Alors, si on en est encore à empêcher les jeunes de se marier ou de se fréquenter, quelle réconciliation a-t-on mis en place et quelle réconciliation les Rwandais attendent-ils? Donc, ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas que ça puisse avoir lieu, mais c'est que ça ait lieu aujourd'hui. Alors qu'avec l'expérience de 94 et des 4 ans de guerre, les Rwandais devraient être censés avoir compris, quoi. C'est ça qui est terrible. Absolument. Aujourd'hui, justement, je vais peut-être poser la question, vous êtes plus expérimenté que moi, parce que vous devez avoir plus, vous avez vu avant moi peut-être la cohabitation entre les deux ethnies, et puis vous avez analysé, vous vous êtes posé la question, c'est quoi, où est le mal pour ceux qui sont discriminateurs? Où est le mal à se mettre ensemble, à oublier ce qui nous sépare et à construire une nation? Parce qu'on ne peut pas construire une nation si les gens ne peuvent pas se mettre ensemble. Quand je vois, par exemple, ce qui se passe dans d'autres pays, au Mali, en Ukraine, ce n'est pas la même situation, mais en Ukraine, c'est la guerre, mais les gens ne sont pas en train de s'entretuer. Ils voient qu'il y a le danger qui les menace, ils résistent ensemble ou ils réagissent ensemble, mais au Rwanda, ce n'est pas possible. Il y a déjà une menace et puis les gens entre eux, ils sont en train de s'entretuer. Et pourquoi c'est si difficile en fait de comprendre que les autres aussi peuvent vivre en paix et à côté de nous ou des autres? C'est une question que vous me posez certainement. C'est une Je vais question. vous dire que je n'ai pas de réponse. Parce que dans les deux pays que vous venez de citer en exemple, au Mali, je peux vous garantir que tout le monde ne perçoit pas cette guerre avec le même œil. Parce qu'il y a une partie de la population malienne, par exemple, qui soutient que la France devrait rester. Parce que, tout simplement, ces gens pensent qu'avec la présence étrangère française notamment, leur garantit une certaine paix ethnique. Parce qu'ils pensent que ceux qui sont au pouvoir, en chassant les Français, vont probablement s'en prendre à eux après. C'est ce qui s'est passé au Rwanda entre 90 et 94. Une partie de la population croyait que la présence de la France était contre eux. Voilà. Alors que les autres suppliaient la France de rester. Oui. En Ukraine, c'est la même chose, hein. Les habitants des 3 provinces qui ont déclaré leur indépendance ne se battent pas contre la Russie comme
les autres, parce que les Russes de ces trois provinces, eux, souhaitent être rattachés à la Russie ou tout au moins bénéficier d'une certaine autonomie ou indépendance. Donc, partout dans le monde, vous savez, il y a des sensibilités, mais c'est vrai qu'au Rwanda, ça atteint un niveau très difficile à comprendre, même et y compris par nous-mêmes les Rwandais. Et merci d'avoir soulevé cette question parce que ça devrait faire l'objet d'un débat, d'émissions en profondeur pour qu'on se pose des questions et qu'éventuellement, ensemble, on donne quelques pistes pour trouver des solutions. Parce que c'est nos problèmes. On a beau être français, on a beau être belge, on a beau être ukrainien ou autre, mais d'origine rwandaise, la question reste posée. Même à l'étranger, les Hutus et les Tutsis ne s'entendent pas, hein, il faut le savoir. En France, il y a une guerre larvée entre les Français d'origine Hutu et les Français d'origine Tutsi. C'est une réalité malheureusement présente et on doit l'assumer et essayer d'y trouver solution. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour vous compléter. En fait, dans tout ça, je rebondis sur ce que vous venez de dire aussi. Le fait de ne pas s'entendre, ça n'avantage personne. C'est l'exemple de la diaspora rwandaise. Aujourd'hui, c'est quoi la diaspora rwandaise? Donc, si on ne participait pas dans les activités, dans les actions du FPR, on n'est pas accepté dans la diaspora. Donc, on est à part. Si on essaie de parler ou de montrer qu'on a des positions ou on a des avis par rapport à la façon de gouverner du FPR, à ce qui se passe, on est traité d'ennemis. On est vu comme, surtout les femmes, on est vu comme des rebelles, des gens impossibles. Alors que ce qu'on dit, c'est dans l'intérêt de tout le monde. On ne parlait pas pour nous. C'est trop facile de dormir. On peut le faire. Hein. Je mange, je dors, je travaille, je ne m'occupe pas de ce qui se passe au Rwanda. Mais je vous dis, ça m'a rattrapé plus tard. Alors que je croyais que ces choses-là ne me concernaient pas. Mais à force d'apprendre la souffrance, de voir la misère, les enfants qui grandissent sans soutien, alors qu'ils sont aussi orphelins et qu'ils ne peuvent pas avoir des aides comme les autres. Et puis les familles aussi qui se déchirent parce qu'il y en a qui prennent les biens des enfants qu'ils sont censés de protéger. Mais comme en fait, il y a un problème aussi de manque peut-être de richesse dans notre pays, ou de travail, ou d'occupation. Il y a aussi le problème de connaissances. Il y a des gens qui ne connaissent rien, mais qui se battent pour survivre. En même temps, ils sont contre les autres. C'est beaucoup de choses à la fois. Moi, j'essaie, à chaque fois, j'y pense, j'essaie de démêler, de voir qu'est-ce qui est mieux, comment on peut sortir de cette situation qui, 30 ans pour moi, c'est beaucoup. Je pensais qu'au bout de 5 ans, les choses allaient s'arranger parce qu'il faut avancer dans la vie. Mais même les enfants qui sont nés après le conflit, ils sont dedans maintenant. Justement, sans vous ramener à l'histoire ou à la politique intérieure au Rwanda, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le FPR s'arc-boute derrière le génocide pour toujours remuer le couteau dans la plaie, c'est-à-dire pour ne pas instaurer une paix durable entre les Rwandais? Qu'est-ce qui fait que le FPR, en fait, on a l'impression que le gouvernement de Paul Kagame trouve un intérêt quelconque, il faudra bien définir cet intérêt, à ce que les Rwandais ne s'entendent pas, 30 ans après la guerre de 90. Moi, je pense qu'il fait ça parce que si les Rwandais s'entendent, ils vont s'organiser, ils vont soulever les problèmes, ils vont chercher à le renverser. Alors que lui, il a envie de rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être que c'est sa femme ou même sa femme, ils ont presque le même âge. Mais ses enfants, ils vont prendre peut-être le pouvoir. Il faut pas oublier aussi que Kagame, c'est un prince. Donc, il vient de la famille royale. Il a aussi cette vision de garder le pouvoir entre les mains de sa famille. Peut-être
Moi, je pense que c'est logique. Il ne le dit pas, mais ce qu'il fait, ça ressemble à ça. Mais il faut savoir aussi que si ça continue comme ça, c'est le pays. Aujourd'hui, il y a la famine, il y a la violence qui se fait maintenant. Tout le temps, on voit ce qui se passe avec les médias. Ça va finir par, même si les gens ils ont peur, même si le pays est militarisé du bas en haut, quelqu'un qui a faim, on ne le retient pas. Un Alors, je jour, vais ils vont... corriger. Quand vous dites que Kagame est un prince, en fait, il n'a jamais été un prince parce qu'il appartenait tout simplement à un clan qui, c'est un clan, les Végas, et Oui. souvent les rois ou les princes Nyiginya cherchaient leur femme dans ce clan. Donc, il a eu des relations de parenté avec les rois ou les princes qui dirigeaient notre pays, mais lui-même n'est pas un prince. Son père n'était Mais pas un prince non plus. non plus, je sais, mais Et il vient de la famille de Musinga. C'est c'est ça, Musinga, c'est un c'était, roi. Donc, disons, l'oncle du roi Musinga du mhm. début du siècle dernier, c'est le grand-oncle de Kagame, mais lui-même, cet oncle-là, n'était pas du clan Nyiginya. Non, C'était le voilà, il régime était du il n'y clan a pas. Véga. Mais, Il a, mais lui se considère effectivement comme un prince. Il revendique même cela, mais ce n'est pas un prince, il n'a jamais été prince, jamais, jamais, jamais. ouais, c'est dans sa tête, hein. Moi, je ne l'affirme pas. C'est dans sa tête, il fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il tue ses camarades. Il les élimine parce que si quelqu'un connaît son système et qu'il a des capacités de le renverser, il ne va pas le laisser à ses côtés. Et la façon de s'en débarrasser, c'est la prison, c'est l'assassinat. Voilà. Donc, tout ça est dans la tête aussi des Rwandais. Quelqu'un que tu n'aimes pas ou quelqu'un qui risque de te prendre une place, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut l'éliminer, que c'est la seule façon de garder ta place. Or, c'est faux. Parce qu'il y a toujours les conséquences de ce qu'on fait. Surtout quand on se met à tuer les gens, les autres. Euh, Tôt ou tard, on paye pour le crime qu'on a commis. Madame Nira, merci beaucoup pour cette introduction, j'allais dire à la deuxième ou la troisième partie de votre témoignage, parce que je ne vous laisserai pas aller comme ça. Vous avez tellement de choses, tellement d'expériences à partager avec nos auditeurs, avec les Rwandais en général. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce soir. Et puis, la prochaine fois, nous parlerons de votre intégration en France. Et donc, une fois encore, merci et à très bientôt. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité. À bientôt.